Et du coup, moi, je m'étais rendu compte qu'un mur de sable s'était déclenché d'un orage et qui se dirigeait vers nous. Hélicast, le podcast de l'aviation légère de l'armée de terre. Bonjour et bienvenue sur Hélicast. Aujourd'hui, nous sommes avec le maréchal des logis-chef Mathias et nous allons plonger dans son univers méconnu mais pourtant essentiel, la météo opérationnelle au service de l'aviation légère de l'armée de terre. Donc, quand j'entends météorologue, moi je pense tout de suite à la météo dans le journal télévisé. Je suppose que ce que vous faites, c'est complètement différent. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter puis nous expliquer votre rôle au sein de la LAT, ce que vous faites précisément ? Bonjour à tous, donc je me présente, je suis le maréchal des logis-chef Mathias et je suis météorologue au sein du 3e régiment d'hélicoptères de combat. Ma spécialité à moi, donc la météorologie, elle va servir donc c'est de la météo purement pratique pour les équipages. On va essayer de rentrer dans les détails, beaucoup plus qu'au journal télévisé ou ce qu'on peut voir à la télé. On va vraiment essayer de repérer une hauteur de nuages, des températures plus précises et des masses d'air vraiment spécifiques. Donc vraiment, c'est de la météorologie purement opérationnelle. Et du coup, notre rôle à nous, ça va être de conseiller les pilotes et on est un produit d'aide à la décision. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut maintenant peut-être aborder un peu votre parcours ? Pourquoi météorologue dans la LAT ? Qu'est-ce qui vous a décidé à intégrer la LAT en tant que météorologue ? Pourquoi météorologue ? Moi, je suis issu d'un bac scientifique et je savais que de toute façon, j'allais m'engager après mon bac et je voulais rentabiliser, entre guillemets, mon bac scientifique en optant pour une spécialité vraiment qui pourrait en faire profiter à l'armée de terre. Et en l'occurrence, dans les choix qu'on m'a proposés au CIRFA, il y a la spécialité de météorologue qui est sortie un peu du lot pour moi. Et je me suis dit pourquoi pas m'y essayer. D'accord. Est-ce que vous diriez que avoir fait des études scientifiques, c'est vraiment un prérequis pour faire météorologue, ou est-ce que ça peut se faire sans ? Ça peut se faire sans, vu que le bac scientifique n'était pas de mise. Donc il y a des gens qui n'ont pas fait un parcours scientifique avant et qui ont très bien réussi la spécialité de météorologue. D'accord. Et comment précisément est-ce qu'on devient météorologue militaire ? Alors, est-ce qu'il y a un parcours particulier à suivre ? Il y a bien un parcours particulier à suivre. À la suite de notre engagement au CIRFA, on est envoyé en école de sous-officiers, à l'École nationale des sous-officiers d'active à Saint-Mexan, où là on y passe, à l'époque c'était 8 mois, maintenant on est passé à 6 mois pour les directs. Et à l'issue de ces 6 mois à l'ENSOA, on fait un passage de 18 mois à l'École nationale de la météorologie qui se situe à Toulouse. Donc c'est une école qui est civile. Nous avons des cours civils et également militaires. Est-ce que vous pouvez nous décrire, s'il y en a une journée type un peu de ce que vous faites ici au régiment ? Alors ici au régiment, typiquement on a un briefing devant tous les équipages en vol de la journée en début de matinée, c'est directement à 8 heures. Une fois le briefing passé, on retourne au bureau où là on va effectuer de la veille météorologique. Donc le reste de la journée, on va veiller à ce que notre prévision du matin reste cohérente et on va également répondre aux appels des équipages. Donc les équipages vont nous appeler au cours de la journée pour avoir la dernière mise à jour météorologique et nous on adaptera notre prévision par rapport à l'évolution de la journée. Et puis pour les vols de nuit, qui se font habituellement, hein, c'est pas rare d'en avoir. On a également un briefing avant ces vols-là. Donc pareil, les équipages qui partent en vol pour le vol de nuit sont présents à ce briefing-ci. Et puis pareil, on évolue, on fait dérouler vraiment tout le créneau horaire pour eux, avec toutes les fenêtres météorologiques favorables ou non, et on mentionne bien tous les dangers qu'ils peuvent rencontrer. D'accord. Et je suppose que vous partez en opération extérieure aussi. Est-ce que vous avez déjà vécu une mission où la météo a tout changé ?
Bah oui, moi je vais vous prendre l'exemple de Gao en 2022 où j'étais déployé en tant que météorologue sur la grande base aérienne de Gao qui se situe au Mali. Donc c'était en 2022 où là bah, j'étais au bureau météo. C'était vraiment après le briefing et puis là un équipage passe me voir pour prendre la météorologie. Et il me demande bah voilà, si on peut faire un tour, enfin un aller-retour de Gao à Niamey. Donc Niamey qui est au Niger, donc un pays frontalier du Mali. Et pour voir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, en juillet, ça attaque la saison des pluies. On est en début de saison des pluies. Ce qui est important de notifier, c'est que les orages là-bas sont très puissants, et notamment les vents, les murs de sable, tout ça, tous les phénomènes associés à ces orages, c'est quand même un gros danger. Et du coup, on me demande, bah voilà, est-ce qu'il va y avoir des dangers sur leur itinéraire? Moi, je leur réponds que bah, pour le moment, pour votre allée, en tout cas de Gao à Niamey, il n'y a aucun problème là-dessus. Le ciel est dégagé et aucun danger n'est à l'horizon. Et en revanche, je leur ai dit que bah, pour le retour, il faudra reprendre une dernière mise à jour, parce que là-bas, bah, en 15 minutes, il peut se passer énormément de choses à cause vraiment typiquement des fortes chaleurs, et tout est rythmé par ça là-bas. Qui pense bien à me rappeler avant de revenir sur Gao. Et le temps passe, et puis je me dis, bah tiens, ils auraient dû me rappeler déjà depuis un petit moment, sur la fenêtre, en tout cas créneau qu'ils m'avaient donné au début, ils auraient dû me rappeler. Et je me rapproche du centre opérationnel de Gao, je leur demande si les équipages étaient déjà partis de Niamey, et effectivement, ils étaient déjà partis depuis 5 minutes de la base de Niamey. Et du coup, moi, je m'étais rendu compte qu'un mur de sable s'était déclenché d'un orage et qui se dirigeait vers nous. Et je leur demande à quelle heure l'équipage est censé arriver à Gao. On me dit à 12h15, ils seront sur la plateforme. Je dis, bah, ça va être compliqué, je prévois l'arrivée d'un mur de sable sur Gao à midi. Donc en fait, ils allaient se faire enfermer si jamais ils continuaient leur route. Et du coup, le centre opérationnel me pose une question. Est-ce que du coup, on les fait revenir à Niamey? Est-ce qu'on leur fait faire un demi-tour à cause de la météo? Moi, je leur recommande que c'est bien la solution la plus favorable pour éviter que les équipages courent un risque. Parce que ce qu'il faut savoir là-bas, c'est qu'une fois qu'on n'a que Gao et Niamey, si les équipages se rendent compte qu'il y a un mur de sable, ils doivent se poser du coup au sol pour éviter les risques. Sauf que là-bas, on est quand même en opération extérieure. Le sol en dehors de nos bases, bah, ce sont des territoires hostiles, donc ça les ferait mettre en danger pour rien. Donc ils font demi-tour à Niamey. Effectivement, nous on a eu le mur de sable dans les délais entre midi et midi 15 sur Gao. Un mur de sable qui a duré déjà plus de 30 minutes sur la base. Et une fois que ce mur de sable-là était passé sur la plateforme, bah ensuite on leur a recommandé de reprendre leur chemin, donc le retour de Niamey à Gao tout en sécurité. Si on passe maintenant à un aspect un peu plus technique, est-ce que vous utilisez des outils particuliers au quotidien? Comment ça se passe de prévoir la météo? Alors oui, effectivement, on a des outils bien spécifiques. On a en plein centre de la piste, nous avons un parc météorologique où là, on a différents capteurs qui nous retranscrivent vraiment les données météorologiques à l'instant présent. On a également une station météorologique déployable. Donc c'est celle-ci qu'on va utiliser pour toutes les missions, les opérations extérieures. À partir du moment où le météorologue se déplace à l'extérieur de son régiment pour effectuer vraiment ses prévisions, la station météo projetable est avec lui. Donc là, ça, ce sera même fonction qu'un parc météo classique. Ça sert seulement d'observation. Et après, tout ce qui va nous servir de prévision, on a un logiciel qui est présent sur nos ordinateurs,
Donc ça, c'est les armées qui ont un partenariat avec Météo France. Donc on loue ce logiciel, c'est exactement le même que eux utilisent, à quelques détails près. Et du coup, c'est grâce à ce logiciel-là que nous, on va pouvoir avoir nos images satellites, on va avoir nos modèles de prévision et toutes les données nécessaires à la prévision météorologique. Est-ce que pour la prévision météorologique, vous rencontrez plus de difficultés en opération extérieure ou est-ce que c'est à peu près la même chose avec des moyens un peu moins développés? On retrouve un peu plus de difficultés, c'est vrai, notamment en Afrique. Parce que l'avantage de la France, c'est qu'on a beaucoup de données observées, on a beaucoup de parcs météo installés proches des autoroutes, à côté des péages ou alors directement autour des aéroports. Donc en fait, on est alimenté par énormément d'observations sur tout le territoire français. Et même en Europe, on est plutôt riche de tout ça. En revanche, en Afrique, on a très peu d'observations présentes dans ce secteur-là. Donc on a forcément, pour avoir confiance en un modèle de prévision, on le compare à des observations, des données qui sont avérées, qui sont présentes. Si on n'a pas d'observation, on se réfère seulement à notre modèle. Sauf que les modèles, c'est quelque chose la météorologie, c'est une science qui est inexacte. Donc tout ce qui est modèle, on va pouvoir avoir quand même des écarts par rapport à la réalité. Donc c'est pour ça que c'est important toujours de comparer les observations avec les modèles. Donc en Afrique, c'est vrai que c'est plus compliqué de faire cette manipulation-là. Et puis en Afrique, on a un climat qui est complètement différent du climat européen et en France. Donc on a également beaucoup de phénomènes particuliers à prévoir là-bas. D'accord, eh ben, très bien. Ensuite, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à un jeune qui souhaite devenir météorologue? Un jeune qui souhaite devenir météorologue, je lui dirais qu'il faut qu'il ait confiance en soi. Et même s'il a des problèmes s'il a un manque de confiance en soi, on a des écoles qui sont faites qui nous mettent en situation où on prend la parole devant énormément de gens. Donc quelqu'un qui a du mal à s'exprimer à l'oral, il sortira de ces formations-là avec un peu plus d'aisance et de confiance en lui. Est-ce qu'il y a des idées préconçues justement sur la météorologie que vous voudriez déconstruire? On a beaucoup de gens qui critiquent la météorologie, ils ont souvent tort, donc des fois c'est un petit peu décrédibilisé aux yeux du grand public. Mais pour moi, je trouve que c'est une spécialité qui est sous-cotée. Je pense que tout le monde regarde la météorologie avant de partir en week-end, avant de partir en vacances. Et ensuite, qu'est-ce qui fait selon vous l'ADN de la latte? Qu'est-ce qui fait l'ADN de la latte? Je dirais que la latte, l'aviation légère de l'armée de terre, c'est une arme de l'armée de terre qui compte énormément de spécialistes. C'est une arme de spécialistes avec plein de spécialités différentes, plus authentiques les unes que les autres. On peut retrouver des contrôleurs aériens, des pompiers aéronautiques, la brigade cynophile également, et puis la météorologie, donc énormément de spécialités qui sont pas connues aux yeux du grand public et qui méritent d'avoir les projecteurs au-dessus de celle-ci. Autour de 2500 pieds sol. Le vent, on va rester de secteur sud à sud-est faible, hein. On est entre 5 et 10 nœuds, l'ISO 0 est au niveau 40-45 cet après-midi. Donc globalement, ouais, vous serez en dessous de la couche, vous serez au-dessus de la couche givrante. Pas de problème là-dessus. Vous montez au niveau 80 ou pas? Non, là, c'est juste le petit retour, on sera à peu près à 3000 pieds. 3000 pieds. La couche givrante, il n'y a pas de TCU noyé dans la Pas de TCU, on reste sur du nuage stable. Donc voilà. Ok, ça marche. Et dans les zones, il n'y a pas de... Dans les zones, non, rien de particulier. On a quelques petites barbules qui peuvent se promener à 800 pieds vers les côtes de Meuse, mais bon, elles sont en train de se dissiper petit à petit. Pour cet après-midi, ça devrait le faire. Ok, bon bah c'est cool, ça va finalement.
Oui, ça va. C'est plutôt plutôt une bonne journée, en effet. Ok. Bon bah, j'aime bien les bonnes nouvelles. Ouais, ça change de la semaine dernière. Faut pas hésiter à leur donner des bonnes nouvelles. Très bien. Allez, bon, je te remercie. Je vous en prie, au revoir. Salut. Voilà, Non, ouais, c'est intéressant. c'est clair. Donc vous étiez en train de nous dire les évolutions de... Évolution de carrière, oui, de plus en plus, c'est en voie de création. C'est vrai qu'on a déjà quelques personnes qui sont passées du cursus sous-officier, donc après qu'ils aient fait 10 ans d'ancienneté, ils peuvent prétendre à passer les concours pour officier de spécialité. Donc c'est en train de se créer. C'est globalement pour garder vraiment le domaine de spécialité de la météorologie, mais avoir plus de responsabilités et avoir vraiment une évolution de carrière à l'issue. Donc D'accord. ça peut être aussi, si des gens ont peur de s'ennuyer, ont peur d'avoir ce côté redondant, et ben on peut avoir une évolution de carrière à l'issue. D'accord. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Est-ce que euh, vous avez d'autres choses à partager? Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter, Théo? Non, non, je pense que pareil, on a fait le tour de toutes les questions qu'on voulait. Parfait. Bon, bah je vais faire la petite outro alors et puis on s'arrêtera là. Ok, très bien, bon, super. Donc cet épisode touche à sa fin. Merci chef pour ce partage d'expérience. Merci à vous qui nous écoutez et qui prenez le temps de vous intéresser à ces parcours. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, DevTube et le site de la LAT. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur Helicas, le podcast de la LAT. À bientôt.